Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vraie histoire de vie de Anissa, anciennement Maeva Anissa, mais on dit toujours Anissa, on est d'accord. Bien sûr. Hein, il se peut que de temps en temps j'ai un petit défaut de langage parce que je suis habitué depuis toutes ces Ouais. années, mais tu ne m'en tiendras pas rigueur. Non, je t'en veux pas. Bon, bah c'est parti pour ta vraie histoire. On va commencer cette vraie histoire avec les bases, ma communauté le sait. Souvent les bases, elles s'ancrent dans les origines, dans la religion. Je voulais savoir quel rapport tu entretenais avec ta religion, avec la foi, avec la spiritualité. Alors, moi, je suis de religion musulmane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais... En fait, on peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que j'ai fait un déni de ma religion. Un déni parce que dans ma religion, ça impose beaucoup de rigueur en ce qui concerne le comportement. Par exemple, faut pas être colérique, faut pas être impudique. Il y a plein de choses, tu vois, que moi, je ne faisais pas. Donc, j'ai fait un déni. Mais si tu veux, le rapport que j'ai avec ma religion... Et j'en parle pas. En fait, maintenant, j'en parle un peu plus, mais avant, j'en parlais pas parce que je pars du principe où la religion, c'est très personnel. C'est-à-dire que tu peux me voir comme ça avec des faux ongles, tu peux me voir peut-être un peu habillée sexy, mais à côté de ça, je me suis donnée complètement à Dieu. Quand je suis chez moi, enfermée toute seule, je fais mes prières, je parle à Dieu tous les jours que Dieu fasse, tu vois. Et j'ai un rapport très, très privilégié. J'ai l'impression, parce que j'ai vraiment l'impression que Dieu m'écoute. Vraiment, comme si mes erreurs, il me les avait pardonnées. Et aujourd'hui, je suis en pleine... je suis très épanouie dans ma religion, très très épanouie. Et c'est ce qui me donne mon équilibre en fait. Quand tu dis j'ai fait un déni à un moment donné de ma vie, de ma religion, c'était par rapport à quoi ? C'est par rapport à mon comportement. Alors, dans mes choix de travail, par exemple, parfois, comme on a déjà parlé, le fait d'être impudique, le fait de sortir avec des garçons sans se marier, des choses qu'on ne peut pas faire chez nous, tu vois, ou même juste s'énerver, être impulsive. Alors que nous, on nous demande dans l'islam d'être posé, de réfléchir avant de parler, parce que tu peux blesser des gens parfois. Des fois, tu dis des choses juste pour te défendre. Tu ne peux pas savoir que tu peux blesser 40 personnes autour de cette phrase, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai fait un déni. Je me suis dit, j'arrivais pas à faire les deux, en fait. Être dans ce milieu-là, quand je dis ce milieu, c'est un milieu quand même assez extraverti. Et d'un autre côté, être proche de Dieu, j'y arrivais pas. Alors j'ai préféré plus penser à tout ça. Parce que j'aurais jamais pu déjà faire tout ce que j'ai fait. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu me demandes de refaire ce que j'ai fait, je ne pourrais pas. C'est impossible. C'est plus fort que moi. Donc c'est ça. C'est ça que j'appelle déni. Est-ce que ça t'arrive de souffrir ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir de la peine quand tu lis ou quand tu vois, même aux informations, aux 20h, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut nous communiquer, parfois les amalgames qui peuvent être faits en lien avec cette si belle religion ? Oh là là, ça serait un débat je pourrais en parler pendant des jours, tellement que le mot exact, c'est ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que il y a tellement de mauvaises personnes qui veulent représenter, qui forcent à représenter la religion. Pourquoi moi je m'étais fait aussi appeler Maeva ? Pourquoi j'ai caché beaucoup de choses ? Parce que je n'avais pas le comportement approprié avec ma religion. Donc je ne voulais pas salir ma religion, surtout. Aujourd'hui, je vois par exemple, c'est un exemple, je ne les juge pas, mais quand je vois des filles à poil, quand je dis à poil, c'est toujours pareil, c'est qu'elles sont tellement bien formées, tellement bien foutues, qu'elles ont tout qui ressort, que pour moi c'est vulgaire de se mettre en maillot de bain sur Instagram et de dire Dieu est grand, ou que quelqu'un aille lui dire Mashallah, qui veut dire grâce à Dieu t'es comme ça. Ça te choque ? Ça me choque. Ah mais ça me choque. Et quand je dis que ça me choque publiquement, t'as toujours certaines personnes qui vont dire et toi. Mais moi, à l'époque où je faisais des trucs peut-être choquants, je m'appelais Maeva. Et je parlais pas du tout de religion. Mais jamais tu m'as entendu parler de Dieu quand je faisais mes conneries. Parce que ça va pas avec. Aujourd'hui, quand tu as du recul, tu as des gens qui se disent « Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Hamdoullah, Mashallah, voilà. »
Alors qu'elle est à poil, elle fait n'importe quoi, elle est remplie de chirurgie, alors que la chirurgie esthétique, c'est incompatible avec la religion. C'est incompatible. De plus en plus de candidates et de candidats de télé-réalité parlent de la religion, Bien sûr. de leur conversion. C'est ça que tu pointes, toi? C'est Oui, ça? oui, c'est la mode pour eux. J'ai l'impression que c'est une mode. En fait, justement, faut te cacher. Si t'es toute nue, si t'as envie de te mettre en maillot de bain, si t'as envie de faire n'importe quoi, de sortir avec plein de mecs dans une télé-réalité, si t'as envie de, je sais pas, de faire de la chirurgie, mais laisse Dieu en dehors de tout ça. Ne parle pas de Dieu. Laisse Dieu tranquille parce que Dieu, il aime pas ce que t'es en train de faire là. Il aime pas du tout. Et t'es en train de représenter Dieu avec cette image-là. Ah mais non, ça me choque. Et c'est pour ça qu'après, ça touche le monde entier. Tu dis, attends, c'est ça, il y a des chrétiens, par exemple, qui sont 10 000 fois plus discrets que certaines musulmanes aujourd'hui à la télé, ou musulmans. Pareil, hein, que ce soit les femmes ou les hommes, ils n'ont pas du tout, je ne dis pas que moi-même j'ai un bon exemple, hein, pas du tout, mais au moins je suis un bon exemple de repenti. Au moins, aujourd'hui à ma communauté, je leur montre que oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut faire n'importe quoi. Mais le jour où je me suis rapprochée de l'islam, c'est là où j'ai arrêté de faire n'importe quoi. Donc du coup, c'est un bon exemple, parce que tu dis l'islam te permet de redevenir propre, entre guillemets. Mais tu peux pas te permettre de faire des choses sales et en même temps de dire je suis croyante, je fais le ramadan. Mais non, tais-toi, moi-même qui maintenant je suis bien dans ma peau et que je suis un peu plus pudique et tout ça, je ne parle même pas beaucoup du ramadan, je ne parle même pas de tout ça. Mais les gens, à la télé et tout, ils font que de parler de ça comme si c'était une mode. Et du coup, entre les terroristes qui salissent notre religion, ces gens-là qui salissent notre religion, ça y est, c'est n'importe quoi. Maintenant, l'islam, ça n'a rien à voir avec tout ça. L'islam, c'est tellement beau, c'est tellement pur que ça me fait mal au cœur pour Dieu, en fait. Vraiment, j'ai mal au cœur pour Dieu. Je me dis, on le trahit tous les jours. Tous les jours. Comment est-ce que tu as grandi? Comment est-ce qu'elle était la petite Anissa dans ses premières années? Euh, Magnifique. J'ai eu une enfance magnifique. Comme je disais, j'étais la fille de papa. Même s'ils m'ont eu jeune, mes parents, ils étaient tellement heureux de m'avoir. J'ai une très grande famille. Il faut savoir que ma grand-mère, du côté de ma mère, elle a eu 10 enfants. Donc voilà. Et après, les 10 enfants ont fait des enfants. Donc on doit être 60-70 cousins que en Île-de-France. Voilà. Du côté de mon père, il y en a beaucoup qui vivent en Algérie, mais j'ai été vraiment la petite chouchou de toutes mes familles. De côté de mon père, côté de ma mère, j'avais tout ce que je voulais, j'étais gâtée. On habitait à Aubervilliers, au 800 exactement, une ville que j'aime beaucoup parce que voilà, je suis partie à 19 ans, hein. Mais j'ai eu une enfance super, super. On allait beaucoup au bled. J'étais constamment sur le tapis de ma grand-mère qui faisait la prière. Voilà, j'ai été bénie dans la religion musulmane, faut le savoir, tu vois. Malheureusement, j'ai été un peu trop serrée parce que ma maman à l'époque, voilà, elle n'était pas comme nous maintenant, c'était plus difficile et tout. Donc j'ai été très très serrée. Et si je peux donner un conseil aux parents, c'est de ne pas serrer trop leurs enfants. Parce que le jour où ils sont libres, ils vont faire n'importe quoi. Donc voilà, mais j'ai eu une belle enfance. Mais est-ce que tu étais toujours grande gueule comme tu l'es aujourd'hui? Est-ce que tu avais déjà pas ta langue dans la poche? Ou alors au contraire, est-ce que tu étais introvertie, timide? Non, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait le show. La preuve, c'est que j'avais des très bonnes notes. Je pouvais avoir un 20 sur 20, mais un avertissement de conduite. C'était paradoxal. Mais j'ai toujours eu besoin de me montrer, toujours besoin de faire rire. J'aime trop faire rire. En fait, vraiment, c'est ma passion. Faire rire les gens. Quand je vois les gens rigoler à mes blagues, ça me rend trop heureuse. Je me dis, je suis drôle quand même. Et du coup, j'ai toujours été comme ça. J'étais meneuse. J'ai toujours été meneuse. Je n'ai jamais été suiveuse, faut le savoir. Je me suis toujours défendue. Par exemple, je vais te donner une anecdote. Au collège, il fallait faire ses preuves à Aubervilliers. Et on a voulu me chercher parce que j'étais quelqu'un qui mettait des jeans très serrés. J'étais déjà j'avais du flow déjà à l'époque. J'avais les cheveux très longs aux fesses. Et je me montrais mes dernières Air Max, tu vois. Et j'arrivais et je roulais des fesses. Tu vois, je marchais, je me la racontais grave. Et du coup, des filles ne m'aimaient pas. Tu vois, vraiment, j'étais pas très appréciée par la bande de filles que tout le monde connaissait. Et on m'a attendue à la sortie pour se battre. Voilà. Pour se battre, j'étais en 5e et je me suis dit, Anissa, c'est maintenant ou jamais. Tu te bats, tu gagnes pas, mais il faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu vas voir la directrice, t'es foutu, tu seras la victime toute ta vie. Donc du coup, je suis sortie, je me suis battue, j'ai gagné, je suis devenue la meneuse de cette bande. Voilà, c'est ça c'est comme ça que je vis dans ma vie. C'est d'abord affronter les choses, y aller, c'est pas grave, si je perds, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'aurai gagné quelque chose. Tu rêvais de quoi à ce moment-là, adolescente? Adolescente, je sais pas vraiment,
Je sais pas si j'avais des rêves, j'étais tellement dans un rêve, hein, j'étais bien en fait, ma vie elle était bien jusqu'au divorce de mes parents, tout se passait super bien, j'avais pas vraiment, je savais que je voulais faire des études, j'étais très bonne en littérature, j'étais très bonne en français, je lisais énormément, j'ai toujours lu beaucoup beaucoup de livres. Mes parents sont très intelligents, ils sont très cultivés aussi, donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses à travers mes parents. Et il n'y avait pas vraiment de rêve, hein. Je voyageais, on partait en Algérie, on partait au Maroc, j'avais une famille, j'avais des amis. J'étais bien, j'avais pas de rêve, je savais pas. Je vivais au jour le jour, j'avais pas de projet. C'est à quel moment que ça t'est venu l'envie de travailler dans le milieu du spectacle? Euh, J'avais 15-16 ans et je regardais la télé, et je vois Vanessa Paradis et j'ai un coup de foudre. Je me dis, mais elle est dans la télé, elle chante, mais moi aussi je suis comme elle en fait, je peux faire ça. J'essayais d'imiter sa voix, tu vois, Joe le taxi, et je faisais ça et Ah, tout. c'est pas mal. Ouais, je, Vas-y, tu peux me le refaire? Joe le taxi, il va pas partout. Mais Là, tu vois. t'as une voix fluette, t'as une voix Ouais, aiguë. je faisais, et puis tu sais, je mettais du rouge à lèvres, ça n'avait pas changé. Jusque-là, pour faire la petite moue de Vanessa Paradis, j'avais les cheveux raides comme elle et tout. Je disais à ma mère, je veux être blonde, je veux être blonde. D'ailleurs, je suis partie me mettre un truc d'éclaircisseur. Ma mère, elle m'a tuée et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. En regardant Vanessa Paradis, je voulais pas être dans le milieu, je voulais être Vanessa Paradis. Alors, j'étais pas fan, j'ai jamais été fan de personne, j'avais pas de poster et tout, mais j'étais complètement, j'étais admirative devant elle, et j'ai commencé à chanter devant ma glace, j'ai commencé à danser. Bon, déjà en étant petite, je faisais du théâtre, hein, j'aimais ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire en fait. Et j'ai appris qu'il y avait AB Productions pas très loin, et qu'on pouvait aller faire un peu de télé. Je savais pas ce que j'allais faire, mais de la télé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, je serais bien là-dedans. Ils n'ont pas essayé de te freiner, tes parents, toi qui me disais que tu avais été éduqué avec un certain cadre quand même, une certaine rigueur. Le milieu du spectacle, ça peut faire peur à des parents. C'est l'inconnu, c'est pas la stabilité. Alors justement, ben, comme je te disais, c'est venu à cette époque, c'est là où j'ai eu l'idée, c'est quand mes parents ont divorcé. Et j'ai été de la fille très, très, très entourée, très protégée. Je suis devenue moi-même une mère, je m'occupais mon frère, et plus personne vraiment faisait attention à ce que je faisais. Du coup, ça m'a tellement perturbée que quand j'ai voulu rentrer dans ce milieu, j'en ai parlé à personne. D'ailleurs, une petite anecdote, quand je suis rentrée chez AB Productions, mon père travaillait dans ce genre de... Tu vois, la Plaine-Saint-Denis, il y a plein Oui. d'entreprises. Mon père travaillait là-bas. Et mon père, il me voyait encore comme une petite gamine, pas maquillée, des couettes, tout ça, même à 14-15 ans. Et je sors d'AB Productions maquillée à mort parce que je venais de faire une figuration, avec un petit haut, on voyait mon nombril et tout. Et mon père arrive en voiture. Je te le jure, le destin fait que je rencontre mon père en voiture. Et là, mon cœur, il s'arrête de battre, il ouvre sa fenêtre, et puis mon père, il est très speed, c'est Louis de Funès. Hein. Ah, Anissa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es maquillée? Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je commence à trembler. Papa, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, tu peux venir avec moi, tu vas voir, ils sont super cool, je veux faire ça maintenant, tu sais, moi j'aime bien la comédie et tout. Et mon père, il s'est dit, oh là, ça, c'est encore. Tu sais, les parents, ils se rejettent la faute. C'est la faute de sa mère, elle laisse faire ce qu'elle veut. Ma mère qui dit c'est la faute de son père qui s'en occupe plus. Donc, du coup, je les ai laissés s'embrouiller et ils m'ont pas trop disputé. Ils n'ont pas continué à chercher à comprendre ce que je voulais faire. Et je leur ai caché par la suite quand je continuais à faire de la figuration. Comment ils ont vu ton évolution, ta carrière dans la télévision, dans les Alors, différents choix de carrière que tu as pu faire, que ce soit en télé-réalité, en talk show? ouais. Alors, faut savoir que d'abord, bah, mon père, moi, je lui ai pas parlé pendant, enfin, on s'est pas parlé pendant 12-13 ans. Donc, mon père, il n'a pas trop suivi le début. C'est ma maman qui était beaucoup près de moi. Elle n'a pas toujours été d'accord avec moi dans mes choix, comme la télé-réalité L'Île des Vérités, par exemple. Elle voulait pas que je le fasse. Elle m'a plusieurs fois conseillé. Elle m'a dit, Anissa, je te connais. Vaut mieux pas que tu fasses ça. Elle avait raison. Mais bon, après, je l'ai fait. C'était une façon aussi pour toi, pardon, je te pose un milliard de questions, j'ai Non, il n'y tellement a envie de pas de tout savoir. problème. C'était une façon aussi peut-être pour toi de revenir sur le devant de la scène quelque part. Alors, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas de la façon dont j'aurais aimé revenir. Par exemple, tu vois, là, je reviens en TPMP, je suis trop heureuse, trop épanouie. Sauf que là, pour l'Île des Vérités, j'étais revenue, pas pour faire de la télé, mais parce que je devais beaucoup d'argent pour mon loyer. J'avais besoin d'argent, tu vois. Et on va me dire, bah, pourquoi tu n'allais pas travailler? Si, j'y suis allée travailler, mais je gagnais tellement peu que c'était ridicule parce qu'il fallait que je paye aussi la nounou qui gardait mon fils. Donc je m'en sortais pas en fait. Et j'étais pas épanouie parce que moi c'est ce milieu dans lequel je suis épanouie. Ça me fait rire parfois, tu as certaines personnes qui disent, t'as qu'à travailler autre part. Mais tu es qui toi en fait? T'es qui pour demander à un banquier ou à une fille qui est dans le show de changer de métier? On se connaît même pas, qu'est-ce que tu me racontes? Encore ma mère qui me dit t'as qu'à changer de métier. Mais même mes propres parents m'ont jamais dit ça. Parce qu'ils savent que c'est mon métier. Ça fait 20 ans que je suis là, faut pas l'oublier. Je suis pas une nouvelle. Et même si j'ai pas réussi à faire ce que vraiment je voulais parce que j'ai choisi l'amour dans ma vie, hein, je serais loin déjà là, je te dis la vérité. C'est juste que j'ai choisi l'amour, je regrette pas parce que j'ai un enfant en or, une bombe, un bijou.
Mais c'est vrai que je suis pas revenue à l'idée vérité, c'était pas un comeback super voulu, quoi. C'était Tu le l'argent. faisais pas forcément avec le cœur, Ah non, quoi. pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, j'ai jamais été très télé-réalité. Tu sais, j'ai fait l'île de la Tentation, je me suis fait virer au bout de la première par les filles. Et après, j'en ai plus refait. Moi, je faisais pas de télé. On m'a convoqué Alexia Laroche-Joubert m'a convoqué pour faire La Ferme, des célébrités. On m'a reconvoqué pour faire Secret Story avec Xavier Tatiana. J'ai toujours refusé. J'aurais pu faire tout ça, mais j'ai refusé. Sauf que là, en 2014, Stéphane Joffre m'a dit, écoute, Mama Eva, tu vas aller faire l'île des vérités et quand tu vas revenir, je te promets, parce que je te connais, tu vas tellement cartonner à l'île des vérités que tu vas être chroniqueuse après. Parce que moi, je voulais venir tout de suite en tant que chroniqueuse. Mais c'était pas possible. Il fallait d'abord que je me fasse, que les gens se rappellent de moi. Ça faisait tellement longtemps. En plus, j'avais laissé ma communauté et les gens qui m'aimaient sur une histoire avec Rof. Donc, c'était pas beau tout ça, tu vois. Moi, il passait son temps à m'appeler, Stéphane Joffre. Arrête, Maëva, avec cette histoire de Rof. Arrête, t'es en train de te salir, tu vaux mieux que ça. Et moi, j'étais possédée. Possédée. Et tes parents, avec quel œil ils ont vu cette relation, les débats médiatiques aussi? Ah, mais ça a été un enfer. Parce que tu sais, on a beau te dire, Anissa, arrête. Ma mère, elle pleurait. Je t'en supplie, arrête. Il n'y a personne qui peut me faire arrêter quand je commence, moi. Personne. Donc, Personne à part toi-même. Exactement. Comme j'ai toujours dit, on me dit, t'es en guerre avec qui? J'ai dit, je ne suis plus en guerre avec personne à partir du moment où j'ai trouvé la paix avec moi-même. Voilà, même aujourd'hui, je vais voir arriver quelqu'un que je déteste, je vais réussir enfin à me contrôler et à dire, même si on doit dire bonjour, on va dire bonjour, c'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre, tout simplement. Bien sûr, beaucoup l'oublient ça. Beaucoup l'oublient, beaucoup. Et alors? Et du coup, si tu veux, voilà, j'ai été dégoûtée de revenir comme ça. Ça s'est très mal passé sur l'île des vérités. C'est pas du tout, c'est pas une question de l'image que je veux donner, mais c'était pas moi. C'était pas moi parce qu'il faut savoir que j'étais en dépression totale. J'ai fait un baby blues moi de 7 ans. Ah oui. Voilà. Ça a dû être lourd. C'était très dur parce que il y a rien qui me facilitait. Ni ma relation avec le père de mon fils, ni ma relation avec ma famille, ni ma relation avec l'administration, ni j'avais des rappels tous les jours d'eau, on me coupait le gaz, enfin ça a duré. J'allais travailler, l'argent que je travaillais c'était pour nourrir mon fils. Ça a été une horreur. Donc j'ai dit tant pis, je vais aller faire l'île des vérités et je vais revenir avec un peu d'argent, je vais me remonter et j'ai pas regretté finalement parce que franchement c'est ce qui m'a sauvée. Tu me parlais de l'amour tout à l'heure. On le sait que l'amour, ça guide nos choix. Pas forcément toujours dans le droit chemin parce qu'on écoute notre cœur plutôt que la raison. Comment tu le qualifierais, ton passé amoureux? Franchement, tu veux, je suis honnête avec toi, je suis une grosse merde quand je suis amoureuse. Je suis rien. Autant j'ai un très gros caractère, une très forte personnalité, mais quand je suis vraiment amoureuse, je suis tellement soumise, tellement chose que je ne referai plus jamais, mais je m'oublie. Je veux tellement faire plaisir à l'autre, tellement lui prouver que je peux être la femme qu'il rêve, que je m'oublie moi-même en fait, tu vois. J'ai beaucoup de femmes comme moi. C'est-à-dire que tu as besoin d'exister, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de voir que la personne, elle te regarde avec des yeux remplis de merveilles. Ouais, c'est ça, genre en mode, par exemple, tu vois, je vais mettre avec un homme, ce qui s'est passé, qui n'aime pas le milieu de la télé, qui n'aime pas qu'on parle de moi et tout, et tout de suite, je vais dire, mais il n'y a pas de problème, moi j'arrête tout. Ah, mais j'ai été voir Koé, j'ai démissionné, j'ai tout fait, tu vois, pour l'homme que j'aime, mais tout. Sauf que à un moment donné, tu chasses le naturel, il revient au galop, et tu te dis, mais j'aime pas ma vie. J'aime pas ce que je fais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de gâcher ma vie professionnelle alors que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis là-dedans. Et d'un seul coup, tu te rends compte que ça vaut pas le coup parce que la personne en face, elle fait pas des choses pour toi. Elle continue à rester telle qu'elle est. Moi, je ne change pas la personne en face. Mais pourquoi toi, tu voulais te changer? Pour lui faire plaisir, parce que lui, il est tombé amoureux de moi, mais pas de moi. En fait, il voulait me changer. À chaque fois que je suis avec un homme, il veut me changer. Il veut pas que je reste moi-même parce que je suis trop. Je suis trop moi. Et toi, pourquoi tu acceptes de te changer? Pourquoi t'accepter? Parce que je sais que c'est plus le cas. J'ai accepté de changer parce que j'avais un problème avec mon père. En fait, comme moi, j'ai le complexe d'Oedipe. Moi, j'étais folle amoureuse de mon père. C'est mon père, j'étais ma vie, j'étais sur ses épaules H24. Piédestal. Piédestal de fou, tu vois. Et l'amour qu'il m'a donné, je le recherchais chez les hommes. Et je me disais, pour qu'ils te donnent le même amour que ton père, il faut que tu sois, faut que tu sois tout ce qu'ils veulent.
C'est-à-dire, voilà, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu travailles plus, parce qu'il voulait plus que je travaille, il voulait plus que je fasse ci, il voulait plus que je fasse ça, mes amis, ils voulaient plus que je les vois, voilà. Donc du coup, bah, je sais pas, je peux pas t'expliquer, je l'écoute en fait. Je suis une merde, c'est vraiment, et c'est un truc que je ne referai plus jamais. Le pauvre, celui qui va arriver dans ma vie, il n'est pas prêt, parce que honnêtement, ça c'est fini, et j'en ai pris de la graine, quoi. Mais tu avais l'impression que la personne qui était en face de toi ne pourrait pas t'aimer si tu te montrais tel que tu étais, si tu affirmais tes envies comme tu les souhaitais? Ouais, ouais, j'avais l'impression qu'il m'aimerait. Enfin, en fait, maintenant avec le recul, je me dis, mais en fait, si, c'est ce qu'il aimait, puisqu'il m'a connue comme ça. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est pour ça qu'après, la relation, elle a chuté, parce que lui, il m'a connue comme ça, il m'a aimé comme ça, et après, d'un seul coup, je deviens comme lui, il voudrait me mettre, pour me mettre de côté, et lui, aller retrouver une fille comme moi avant. Tu comprends? C'est comme ça qu'après, l'homme, il te trompe. L'homme, il te trompe parce qu'il veut retrouver ce qu'il a vu au début, sinon, il ne serait pas tombé amoureux de moi au début, tu vois. Donc, du coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à. En fait, quand je suis redevenue moi-même, eh ben, ça a clashé fort, quoi. Ça a été très loin. Parce que du coup, la personne en face, elle s'est dit merde. Tu Mais oui, vois. mais c'est parce que c'est dur pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, de mettre qui on est vraiment et nos véritables aspirations de côté. Ah ouais, T'imagines quand même? c'est une En souffrance. fait, presque tu joues un rôle. Ah oui, ah oui, je joue un rôle. Hein. Je joue un rôle, par exemple, on va encore reparler de lui, mais avec le père de mon fils, je joue un rôle. Oui, j'arrête, oui, pas de problème, oui, enfin, il m'a pas imposé de porter le voile, mais si tu veux, il voulait une femme très pieuse à l'époque. Maintenant, il a grave changé, Ousni. Hein. Ousni, il est plus du tout comme avant, mais à l'époque où il était jeune, plein d'entrain et tout, et qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, il m'avait imposé un style de femme. Je ne veux plus qu'on te voie. Après, c'était pour mon bien certaines choses. Attention, il m'a pas donné que de mauvais conseils. Hein. Il m'a vraiment changé sur des choses aussi. J'étais un peu trop folle et tout. Il m'a ramené aussi vers ma religion, faut le savoir aussi. Je peux pas non plus le nier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il t'accepte pas comme tu es. Tu vois, on a écrit, enfin moi j'ai souvent écrit avec lui ces textes, accepte-moi comme je suis. Il l'a écrite, je faisais les trucs derrière et je lui disais, ben ouais, pourquoi toi tu m'acceptes pas comme je suis? Toi tu voudrais qu'on t'accepte comme tu es, mais toi tu n'acceptes pas comme je suis moi. Il me disait, c'est quoi toi? Tu veux être Maëva à la télé? Non, il aime pas, tu vois. Donc je dis, bah pourquoi tu m'as choisi au début? Ouais, mais moi je savais pas que j'allais tomber amoureux de toi. Ah bah ouais, mais bon, à un moment donné, tu vois bien que en fait, tu peux tomber amoureux, tu peux te dire cette fille, je vais coucher avec elle un jour ou deux, et après je vais la jeter. Mais le problème avec moi, c'est le piège, parce que quand tu apprends à me connaître, je suis pas qu'une enveloppe en fait, pas du tout. J'en ai dans la tête, en toute humilité, hein, j'arrive à garder un homme, tu vois, facilement. Mais le truc, c'est que à un moment donné, ben, j'aimerais garder un homme avec ce que je suis. Pas en disant oui à tout, tu vois, les films de M6, là, tu regardes à 15 h, la meuf, elle est complètement, tu vois, non, c'est fini ça. Mais c'est peut-être ce qu'on nous montre aussi. Ouais, c'est vrai. D'un côté, c'est exactement ce qu'on nous montre aussi, tu vois, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui ne sont pas elles-mêmes et qui aimeraient avoir une autre vie, qui n'aiment pas leur vie, mais pour garder leur homme, eh ben, elles vont se priver elles-mêmes. Et maintenant, j'ai appris à penser à moi avant de penser à l'autre. C'est fini la bonne poire. T'as pu retomber amoureuse depuis ton fils, depuis le père de ton fils? Ça a été compliqué, mais j'ai pas de chance en amour dans le sens où je suis retombée follement amoureuse d'un Corse. D'où la Et délocalisation. ouais, on va dire aussi. Et voilà, elle a encore tout quitté. Non, cette fois non. Mais j'ai mis un terme à tout ça. C'est un homme bien, c'est un homme très très J'en bien. doute On a eu pas. un coup de foudre en fait. On a eu un coup de foudre à l'aéroport de Bastia, un gros coup de foudre. Et si tu veux, je me suis dit, si c'est l'homme de ma vie, il me joindra. Parce qu'il y a des gens enfin, ses collègues, et c'est un footballeur, donc ses collègues, ils ont dit, mais elle est connue, c'est nanana, elle a fait la méthode Coué et tout, nanana. Donc du coup, il a pu me rechercher. Ça, c'est bien quand t'es un peu connu, c'est que si t'as un coup de foudre, il peut te retrouver, tu vois. Et moi, j'ai laissé faire les choses. J'arrivais plus j'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé un truc comme ça. J'avais le cœur qui battait, c'était physique, tu vois. Parce que moi, les physiques à la Beckham, c'est ma vie. Le mec, il ressemble à Beckham et tout, tu vois. J'étais là, j'en peux plus, mais il va jamais me joindre. Je disais à ma copine, comment je vais faire, il va jamais me joindre. Et je te jure, je te mens pas. On s'est quitté vers 23 h à l'aéroport. À 7 h du matin, il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit, ça va toi? Parce qu'il sait que je dis tout le temps ça va toi. Et là, je fonce et je dis ça y est, c'est bon. Tu sais, moi, je suis comme ça. C'est ça le problème. C'est que tellement que j'aime pas, j'arrive pas à aimer. Vraiment, j'ai du mal. C'est impossible d'avoir des sentiments pour moi. Bah, quand j'en ai, je me dis ça y est, je me vois avec des enfants, une maison, tu vois, un petit chien. Ça y est, je suis à fond dedans. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est avéré, j'en ai pleuré, j'étais vraiment mal. Il m'a envoyé un message pour me dire voilà, on est d'accord, il s'est passé un truc entre nous. Je dis oui, on est d'accord. Il me dit je t'ai retrouvé, franchement,
je suis pas bien du tout. Je dis, bah pourquoi? Il me dit, on peut se parler vite fait sur WhatsApp. Je dis, ok, on s'est parlé sur WhatsApp et il m'a dit tout de suite, hein, c'est un chrétien, il est très croyant. Il m'a dit, je suis mariée. Il m'a dit, je suis mariée, mais j'avais besoin. Il me dit, c'est la première fois, toutes ces années de mariage, qu'il m'arrive un truc comme ça. Il y a eu un truc avec toi, mais je peux pas, je suis honnête avec toi, je suis mariée et jamais je vais tromper ma femme et j'aime grave ma femme et je vais pas la quitter. Mais juste, fallait que je te dise, je suis tombée amoureux de toi comme ça, en 5 minutes. C'est incroyable, ça. J'étais au bout de ma vie, Sam. Quand je te dis au bout de ma vie, même mon fils, il a remarqué, j'étais obligée d'en parler à mon fils, j'étais tellement mal. J'ai dit, comme par hasard, enfin, je trouve quelqu'un, vraiment, il me plaît en tout, tu vois. Et là, au début, il a commencé à continuer à me parler. Je lui ai dit, stop, on va s'arrêter là tout de suite, on va plus parler, on va plus se donner de nouvelles, on va s'oublier à vie. Parce qu'alors moi, un homme marié, c'est même pas en rêve, même en copain. Parce qu'en fait, je me mets toujours à la place de la femme. Et je me dis, si moi, mon mari, il a une relation comme ça avec une fille, il lui dit, je tombe amoureux de toi et tout, et continue de parler, mais ça va me faire mal, ça va me briser. Donc j'ai dit, on arrête tout. On a tout arrêté. Et depuis ce jour, c'était il y a 2 ans, voilà quoi, toujours pas amoureuse, toujours pas retrouvée. Et pas retombée amoureuse depuis? Ah, j'y arriverai pas, je pense pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que, je sais pas, je crois que j'ai mis tellement longtemps de côté ma vie de femme, mais tellement longtemps, je lui ai tout donné pour mon fils, tout. Voilà, moi je suis une maman, je fais les devoirs avec lui, je suis tout le temps avec lui, je vais au foot avec lui, je me suis donnée à lui que je me suis interdit de tomber amoureuse. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes très bien, mais vraiment très bien, hein, de mon âge ou un peu plus jeune. Il faut savoir que je plais beaucoup aux hommes de 30 ans, 35 ans. Et beau, charmant, bonne situation, bien. J'y arrive pas. Je parle 2-3 jours et hop, je bloque. Mais parce que t'as pas le truc. Mais tu te dis pas qu'un jour tu vas réavoir ce truc que t'as eu à l'aéroport? Que ça peut te tomber dessus à n'importe quel moment? Je me suis dit, c'est Dieu, parce que moi, je suis tout en fonction de Dieu. Parce que la preuve, il m'a même envoyé un homme bien. C'est-à-dire que même marié et tout, il m'a pas dit « Ouais, j'aime plus trop ma femme », me donner des espoirs. Pas du tout. Il m'a dit « J'avais besoin de te dire que oui, il y a eu quelque chose entre nous. » Voilà. Mais si tu veux, tu m'as dit quoi? Enfin, là, je me suis perdue dans la question. Si tu pensais que ça pouvait te tomber dessus, quoi, à un moment donné. Et t'étais en train Voilà, de... Dieu m'a donné un signe pour me dire, parce qu'après le père de mon fils, ça a été très compliqué pour moi de tomber amoureuse. Et là, il m'a donné un signe, tu peux. Tu vois que tu peux retomber amoureuse. T'aimerais, toi, retomber amoureuse? Oui. T'aimerais rencontrer quelqu'un? Bien sûr, mais bien sûr. Je me ferme pas. Je suis pas quelqu'un de bloqué, hein, pas du tout. J'ai pas de problème. J'ai juste que j'étais tellement compliquée déjà avant le père de mon fils, parce qu'il faut savoir, la méthode Coué, voilà, il y a eu de tout, hein, on m'a dragué de partout, j'ai eu une demande en mariage de 50 Cent, j'ai eu beaucoup d'hommes derrière moi. De 50 Cent? Ouais, de 50 Cent, vraiment, et je le dis devant tout le monde, parce que je mens pas, il n'y a aucun problème. Je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel avec Vin Diesel, enfin, une grande chambre d'hôtel au Plaza Athénée, où il y avait des copines escortes, tu vois, qui m'avaient présenté justement Vin Diesel. Et Vin Diesel, il m'a dit, viens avec moi dans la chambre et tout, il avait un petit ordinateur qui traduisait. Et puis à un moment, il me dit, je veux t'embrasser. Et je le regarde, je fais non, not possible. Après, il me dit ouais et tout. Genre en gros, mais jamais une fille m'a dit non. Et moi, je marque les hommes parce que je leur dis non. Tu peux être qui tu veux. Franchement, tu peux même être Beckham. Si j'ai pas envie de t'embrasser, je ne peux pas. La peau, il y a l'âme, mon âme ne veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je lui dis non. Il était choqué. Mais il m'a laissé son numéro de téléphone américain et tout. Il était choqué. Il m'a dit, mais pendant 1 an, il m'a envoyé des messages. Et il me disait, là, je suis là aujourd'hui, je suis à Paris, viens. J'y allais pas. Rien à faire. Rien à faire. En plus, je commençais un petit peu à fréquenter Ousni. Et moi, en fait, j'aurais pu michetonner plein d'hommes. Hein, je te dis la vérité, j'aurais eu plein... Franchement, j'aurais pu. Mais je suis tombée amoureuse de la racaille, quoi, du mec de la street, que je sais que tu peux jamais le michetonner. Pourquoi? Parce qu'il me faisait penser à mon père. Il me fallait un homme qui me fasse penser à mon père. Il était assez... Enfin voilà, il me donnait des ordres, il fallait que je l'écoute. J'étais une petite fille avec lui, vraiment une petite fille. Aujourd'hui, tu as quel rapport avec tes parents? Parce que je constate qu'on parle beaucoup de spiritualité, que ça guide ta vie. Et je constate que tu parles beaucoup de ton père. Ouais. Avec admiration. Ah ouais, c'est ma vie, mon père, c'est... Je lui ai pas parlé tellement pendant longtemps. C'est un regret? Oh mais grave. T'imagines, 15 ans sans parler à ton père? C'est long. Mais c'est même pas... C'est horrible. Enfin, surtout pour une personne comme moi qui était amoureuse. Enfin, T'en as souffert de cette longue période sans lui parler? Ah mais... horrible. Et rien n'allait dans ma vie. Rien. J'étais perdue complètement.
Après, il y a ma maman, hein, ma maman que j'aime très très fort. Souvent, on me dit, tu parles beaucoup de ton père, pas de ta mère. Mais parce que ma mère, j'ai pas eu les embrouilles que j'ai eu avec mon père, tout simplement. Ma maman, elle a toujours été là. Maintenant, elle vit au Maroc, donc c'est vrai que c'est compliqué un petit peu. Mais ma maman, elle a toujours été là, j'ai aucun souci. Ta Mais, maman marocaine et ton père oui, algérien, c'est ma ça? maman est marocaine de Oujda et mon papa est algérien de Sétif. Tu Et vois. tu retournes de temps en temps au Maroc, en Algérie? Là, non, ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Je devais partir avec mon papa l'année dernière. Il y a eu le Covid, donc malheureusement. Mais ma famille algérienne, je les aime trop. Ils m'attendent tous comme des dingues. Ils veulent trop me voir. Ça fait tellement longtemps. Moi, j'étais très très proche. Il faut savoir que j'ai perdu ma grand-mère du côté paternel en 2014. Et j'avais eu trop de chance de l'avoir eu juste avant au téléphone. Mais voilà, il y a eu tellement une séparation très violente, très dure comme ça, alors que j'étais constamment, moi, dans ma famille, constamment. Donc aujourd'hui, mon père, oui, c'est ma vie, mon père. C'est ma vie, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes reparlé? Un jour, je vais sur Facebook. Enfin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de l'absence de mon père. J'étais tellement mal, j'en pouvais plus. Puis t'as mon fils qui commence à me poser des questions. Maman, mon grand-père, c'est bon. Maman, il est où mon père? Maman, il est où mon grand-père? Maman, il est où ma grand-mère? À un moment donné, t'as besoin de retrouver ta famille pour ton enfant au moins, tu vois. Et je me disais, mais en fait, tu te caches les choses. Je fais des dénis, moi. J'aime bien faire des dénis. En fait, comme ça me fait pas mal. Allez hop, basta, tu vois. Et j'ai fait un déni. J'ai dit, faut plus que je pense à mon père. Faut plus que j'y pense du tout. Dès que quelqu'un, je voyais qu'il était complice avec son papa ou que ça parlait de papa, j'étais tellement mal, mais tellement je le montrais pas. Et un jour, je vais sur Facebook et je dis, vas-y, je vais chercher mon père, hein, tant pis, s'il me jette. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais proche de mon père en 2008-2009. Et le père de mon fils, pour se venger, il lui a envoyé des photos pas très catholiques de moi. Et du coup, mon père, il m'a appelé. Il m'a dit, t'es malade! Mon père savait pas. Il savait rien de ce que j'avais fait avant. T'as vu ce que t'as fait? C'est pas dans nous. Déjà que j'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Et en le retrouvant, ça a été encore recompliqué. Du coup, il m'a raccroché au nez. Moi, fière comme lui, j'ai changé de téléphone. Et j'ai dit, basta, c'est bon, mon père, il veut plus, j'ai plus envie, il veut même pas accepter mon passé, tant pis. Et donc, encore rebelote pendant 5-6 ans, je parle plus à mon père. Et là, j'en avais marre, en 2016, voilà, 2016-2017, je vais taper sur Facebook et je vois son compte. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Il va me jeter en l'air, il veut plus parler entendre. Parce que mon père, il est très, très, très fier. Hein. C'est un Algérien, hein, c'est pas pour rien. Et là, je lui dis, Selem, papa, c'est Anissa, ça va? Moi, j'attends pas, hein. Même pas 5 minutes après. J'ai l'impression que mon père attendait. Ma fille, ça va, je peux t'appeler? Et là... T'as dû t'effondrer. Voilà, je sais pas comment t'expliquer. J'étais en pleurs, en larmes. J'arrivais même pas à parler au téléphone. Tu dois être apaisée. Oh là là, on m'a enlevé, tu sais, une grosse boule et on l'a jetée, quoi. J'étais comme une dingue. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Embrouiller le père de mon fils. Tu sais, cette accroche que j'ai avec le père de mon fils, à l'insulter tous les jours. Et puis, c'était pas simple. Parce que même si lui, il refaisait sa vie, la pauvre... Sa copine à lui, elle devait se dire, mais putain, je vais jamais m'en sortir avec cet ex-là, elle est toxique, et tout. Alors que la pauvre, enfin, moi, c'était pas contre vraiment eux, tu vois, ou leur couple. C'était parce qu'il y avait, comme mon père, il était toujours pas dans ma vie et que je le considérais comme mon père, et ben, je m'accrochais encore à lui, si tu veux, tu vois. Et après, alors là, du jour au lendemain, tout a changé chez moi. Tout. Je me suis apaisée, j'ai besoin de plus personne. Je me suis détachée de toutes les mauvaises ondes qui me faisaient croire que sans eux, j'étais rien, tu vois. Et là, avec mon papa, c'est magnifique. Enfin, voilà. En plus, j'ai retrouvé aussi mes frères et sœurs, parce qu'il a aussi des enfants avec qui je m'entends super bien. Donc, je suis très heureuse. Ouais. Et ben, ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Je suis très contente de faire cette vraie histoire avec toi, parce que je découvre au final énormément de choses. On s'intéresse à tes goûts. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? T'écoutes quoi? Oh, ouais, j'écoute de tout, hein. Ça va de Charles Aznavour à Pop Smoke. Grâce à mon fils, j'écoute Pop Smoke, tu vois. Rof, hein, franchement, faut dire ce qu'il y est. Booba. J'en étais sûre. Tu sais quoi, c'était pas possible qu'on me parle pas de Booba. C'est impossible. Ouais, Booba, moi, c'est dommage. Franchement, moi, Booba, je le connais avant Rof. Tu vois, moi, Booba, c'était mon poteau. En soirée, tout ça. Des fois, il me disait, ramène-moi des meufs et tout, tu vois. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, vraiment. Et je suis dégoûtée qu'il y ait eu une guerre comme ça avec le père de mon fils, parce que j'ai assisté à tout ça. Moi, j'étais avec le père de mon fils quand ça s'est passé, toute cette histoire à cause d'un feat, finalement. Parce qu'ils auraient pu cartonner tous les deux. Mais cartonner. Et le problème, c'est qu'après, par principe, par rapport au père de mon fils, j'ai dû m'éloigner, limite pas écouter, parce que je suis comme ça. Tu vois, je suis comme ça. Même quand on s'est séparés après, je voulais pas. Alors, ou je l'utilisais, Booba, pour faire Cherof, tu vois. Ça m'a amusé à un moment donné. Ou des fois, j'écoutais Booba parce que j'aime bien Booba. Enfin, on peut pas m'enlever le fait que j'aime bien parfois les sons de Booba. Ça, je suis désolée.
faut pas mentir aussi, tu vois. Mais voilà, après, c'est compliqué. Et en termes de cuisine, et je sais que tu as sorti un livre. Ouais, bien. Enfin, c'est un e-book. Un e-book. Ouais, un e-book de cuisine. Franchement, au début, je l'ai fait pour faire plaisir à mon papa et moi, parce que c'est des recettes qu'il me fait tout le temps. Quand je vais chez lui, tous les samedis, je suis chez mon papa, et c'est le meilleur cuisinier au monde. Je sais pas, sa cuisine, elle a quelque chose de spécial, tu vois. Et du coup, je me dis, papa, viens, on fait un petit truc tous les deux et tout, ça peut être bien. Puis ma communauté sont tout le temps en train de me dire, oh, donne-nous des recettes, donne-nous des recettes. Et du coup, j'ai fait, avec l'aide de Kevin, c'est un gentil garçon, tu vois, que j'ai rencontré, et ben on a fait ce e-book. Et Stéphanie, ma copine, voilà, faut pas que je l'oublie parce que c'est elle qui a pratiquement tout fait. Et voilà, je l'ai sorti et ça m'a fait super plaisir, ça a fait plaisir à la communauté aussi. Donc voilà. En termes de cosmétiques et soins, c'est quoi ton rituel? Alors, moi, mon rituel, c'est simple, parce que tu as vu, hein, je ne suis pas du tout une adepte de chirurgie esthétique, de trucs pour les rides et tout. Pas du tout, j'ai jamais rien fait de tout ça. Souvent, on me dit, tu fais pas à ton âge, mais c'est clair et net, c'est simple. Je me lave avec... en fait, une fois que j'ai fini la douche et tout, je mets de la bombe, tu vois, de la bombe Aven. Je suis tout dans de l'eau le thermale. Aven. Voilà, exactement. L'eau thermale Aven, parce que maintenant, je vais arriver à un âge où l'eau du robinet, elle est très, très violente pour moi. Pleine de calcaire. Voilà, c'est trop. À l'époque, j'en avais rien à faire. Je me moquais même des filles qui avaient mon âge à l'époque, 25 ans, qui se lavaient avec l'eau minérale. Je me disais, non mais vous prenez trop pour des riches et tout. Alors qu'aujourd'hui, franchement, c'est ce que je fais. Voilà, je fais ça. Après, ensuite, je vais mettre ma crème Aven, que j'aime trop. Voilà, c'est une crème hydratante qui m'apaise de fou parce que j'ai la peau très, très sèche. Et de temps en temps, je vais faire des masques d'huile d'argan. Je vais poser des masques, comment ça s'appelle, de chez Aven. La Roche-Posay. Voilà. La Roche-Posay, c'est mes masques préférés. Donc voilà, rien de spécial, hein, franchement. Autour de l'œil, je vais mettre un contour yeux anti-fatigue. Et c'est tout. C'est mon seul rituel. Je fais rien de spécial. Vraiment, je me prépare en 3 minutes, moi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Quels sont tes hobbies ou ton hobby de prédilection loin du smartphone, loin de la télévision? Toute ma vie, c'est le ski. Ah ouais? Voilà, le ski, j'aurais aimé être une championne de ski. Le ski, c'est ma vie. Autant, c'est bizarre parce que la mer, c'est ma vie, mais le ski, c'est ma vie. J'aime beaucoup, beaucoup le ski. Sinon, non, moi, mon hobby, ma vie, c'est mon fils. Hein. Je passe ma vie à m'occuper de mon fils, à tout lui apprendre, les meilleures choses. Voilà, il arrive à l'adolescence, il a vraiment encore plus besoin de moi. Quand j'ai tout lâché après le MAG, j'ai tout lâché parce qu'il rentrait en 6e aussi. J'avais besoin d'être avec lui tout le temps, constamment, faire ses devoirs avec lui. Je l'encadre très très bien. L'école me le rappelle souvent. C'est un garçon très calme qui n'a jamais eu de problème de conduite, qui a souvent les encouragements, les félicitations. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Bah, tu peux. Voilà. Et enfin, j'aime beaucoup finir cette interview vraie histoire par la citation préférée de mon invité. Donc je vais te demander laquelle est la tienne. Ah bien sûr. Moi, j'en ai tellement, mais une que j'aime beaucoup, c'est « Comme tu fais, on te fera ». Ah, je l'ai même jamais entendu celle-là. Comme tu fais, on te fera. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans ta vie, ne crois jamais qu'il n'y a pas de retour de bâton, que ce soit en bien ou en mal. Tu fais du mal, tu vas le recevoir. Tu fais du bien, tu vas le recevoir. Donc c'est le karma. Chez nous, on ne dit pas le karma. D'accord. On dit le mektoub. Et un mot que je dis souvent, le destin. tout le temps, c'est subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est là, Dieu est partout. Grâce à Dieu, c'est incroyable, incroyable ce qui se passe. Par exemple, je sais pas, je vais me sortir d'une situation comme ça du jour au lendemain. Je vais dire subhanallah, c'est Dieu qui veut. Merci Anissa pour cette interview vraie histoire. J'ai passé un succulent moment, vraiment, en ta compagnie. Ton compte Instagram, il est... pourquoi je ne l'ai pas là? C'est Anissa-SHL, tu vois, je le fais de mémoire. Voilà. Ensuite, le compte Snap, c'est Anissa Maëva Anissa. Voilà. Et le TikTok, c'est Anissa SHL. Anissa SHL. Ah, voilà, tu vois, c'est ancré dans ma tête. Ça y est, merci. Merci beaucoup et à toi, merci à vous d'avoir suivi cette interview vraie histoire d'Anissa. À bientôt.